d'un mini séjour de formation Balint, là, à Annecy, pour vous débriefer, pour avoir ça dans la boîte, pour pouvoir garder des souvenirs après. Ça sera sauvegardé sur Twitch. Et là-bas, au bout, il y a des plantes. Au bout, c'est magnifique. Là, je suis derrière une église assez réputée, visiblement. Et alors, quand on veut traverser un endroit, on voit des marches et des fois, on tombe sur les canals comme ça, des canaux, je sais pas comment on dit. C'est encore, c'est super, splendide. Alors, je vais vous faire un petit débrief. Là, j'ai mis mes affaires là. Pour la petite histoire, ça a failli tomber, donc j'ai attaché mon sac. Et alors là, vous voyez, on est juste derrière l'église. On la voit ici, là-bas, dans le fond. Il y a un coq d'ailleurs au-dessus, c'est bizarre. Un coq girouette. Voilà. Et alors là, c'est magnifique aussi. Il y a des petites fougères épiphytes sur le mur, là. Là, je suis en pleine dépollution, plantes, dépollution. Et là où je suis accueillie, là, en plus, ils ont plein de plantes chez eux, là, dans un Airbnb. Alors, tout ça pour dire que ça, c'est pour mettre dans la boîte. Fabuleux endroit. Voilà, petit lampadaire. Et donc là, un petit débrief. Voilà, on a fait cet atelier spécial, réflexion, partage sur ce qu'on peut appeler les pauses, les andros et ménopauses. Alors, la question, beaucoup de choses sont apparues. Bon, je ne sais pas si je vais bien les mettre dans l'ordre. Et on refera quelque chose. On s'est rendu compte de beaucoup de choses en discutant ensemble pour cet atelier, en partageant, en réfléchissant collectivement. On s'est rendu compte que d'abord, l'espèce humaine, c'est une espèce de mammifère. On est des mammifères, mais on est les seuls mammifères à avoir la ménopause. Alors c'est pas très clair pour l'andropause. L'andropause, ça correspondrait à la chute de testostérone. Et la ménopause, très clairement, ça correspond à l'épuisement du stock d'ovules. Donc, et du coup, c'est peut-être parce qu'on est une espèce de mammifère qui vit longtemps, enfin, qui vit plus vieux, parce que, en fin de compte, chez même les autres primates, il n'y a pas de ménopause. Alors, ça a libéré notre espèce humaine et on avait réfléchi que cette ménopause-là, d'abord, on était parti du fait que les hommes donc sont XY et les femmes XX. Et finalement, dans tout homme, qu'il soit un garçon ou un homme, ou un vieil homme, peu importe, il est XY, ça veut dire qu'il y a une femme dans tout homme, il y a une femme. En revanche, on se disait que génétiquement parlant, à la Constitution, une femme XX, il n'y a pas de Y. Bien que, évidemment, les œstrogènes, au bout d'un moment, se transforment en testostérone. Donc, voilà. Et que chez les hommes aussi, il y a aussi de l'œstrogène. Il y a des possibilités d'avoir des productions d'œstrogène. Enfin, naturellement, je veux dire. Notamment les masses graisseuses, etc. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, par rapport à une femme, génétiquement parlant, elle n'a pas le principe Y. Mais ce qui était intéressant dans nos réflexions, c'est que d'un point de vue social, enfin non pas social, mais d'un point de vue, comment dire, si un petit peu social, parce que nous sommes des êtres sociaux, c'est ce qui fait un petit peu le différentiel aussi. Enfin, il y a des sociétés, les fourmis, c'est social aussi. Mais pour dire que dans l'espèce humaine, déjà dans les temps préhistoriques, on suppute également que il y avait cette possibilité d'avoir des femmes qui dépassaient la ménopause et du coup que ces femmes-là pouvaient être d'une grande aide pour la communauté puisque elles étaient déchargées du fait d'avoir la fonction de portage des enfants dans le ventre, des grossesses, et du coup ça les libérait. Et finalement, la réflexion qu'on se faisait à la fin, c'était de dire que les femmes qui sont ménopausées, finalement, deviennent comme des hommes, c'est-à-dire sont libérées de la biologie de l'enfantement, voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Finalement,
Et un homme ne va pas porter de fœtus dans son ventre, ne va pas avoir la grossesse, l'allaitement et tout ça. Donc un homme, en fait, a plus de possibilités de se rendre utile autrement. Voilà, il ne sera pas entravé. Évidemment, un homme peut aussi s'occuper des bébés, etc. Mais cette idée de grossesse plus allaitement, ça peut aller loin. Vous en prenez pour 9 mois déjà, et puis l'allaitement minimum 6 mois, exclusif. C'est possible évidemment beaucoup plus longtemps, et puis jusqu'à 2-3 ans en part-time, on va dire. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Et évidemment, quand une femme est enceinte, elle ne peut pas trop courir, enfin faire des trucs, aller à la chasse, je ne sais pas quoi. Et du coup, il y a cette histoire de responsabilité par rapport à la grossesse, de préoccupation maternelle primaire, comme on appelle ça. Et finalement, à la ménopause, eh bien, ça libère les femmes et ça les rend un petit peu comme des hommes. Ça rend une égalité, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir aussi faire toutes les autres activités qu'un homme fait. Et ne plus aussi... on a fait la différence lors de notre réflexion entre la fonction reproductrice et la libido. Parce que finalement, c'est différent. C'est pas parce qu'on ne peut plus se reproduire, faire des bébés, que pour autant, il n'y aurait plus de libido. Donc, ce sont deux choses indépendantes. Alors, ce qu'on avait bien aussi pointé, finalement, au cours de notre partage, c'est que le couple, la sexualité, tout ça, l'expression de la sexualité, c'est quelque chose qui devient imposé, qui devient une contrainte, qui devient préformaté. Voilà, vous avez du préformatage qui nous dit que finalement on doit faire American Way of Life, la maison, les enfants, le truc, le couple conventionnel, etc. On programme aussi les rapports sexuels, c'est comme ci, c'est comme ça. Sans parler des sociétés dystopiques décrites par les écrivains anglais, là, Orson Welles et je sais plus, là ça m'échappe. Mais en fait, toutes les idées aussi de devoir prendre une pilule pour la contraception, tous ces trucs-là, chez les jeunes aussi, les incitations à faire comme ci, faire comme ça, donc on s'y retrouve plus, même les jeunes hommes aujourd'hui, ils s'y retrouvent pas nécessairement. On se retrouve dans des postures imposées et quelque chose qui est trop plaqué, trop conventionnel. Et finalement, après, on est un peu perdu avec tout ça. Mais là, on a fait vraiment la différence parce que il y a la libido d'un côté qui finalement est quelque chose de très large. Freud l'a décrit lui-même comme étant la dernière phase de la libido, c'est la relation interpersonnelle. Donc avec des graduations qui commencent au bébé, phase orale parce que pour manger, la tétée, tout ça, phase anale quand il contrôle ses sphincters vers 1 an, à partir de 1 an. Après il y a la phase de latence. Et la phase de latence c'est intéressant parce que finalement il n'y a pas d'hormones qui s'en viennent, c'est avant la puberté. Mais là on peut avoir des sentiments, des relations amoureuses, tout à fait. Donc comme quoi ce n'est pas relié forcément aux hormones, les relations amoureuses. Et ensuite, on a l'apparition des hormones avec la puberté. Et là, effectivement, ça s'active pour avoir des actes de reproduction. Voilà, ça s'active à fond là-dessus. Donc apparaît certains ados qui sont un peu brimés, ils vont se servir de ça aussi un peu comme un ersatz, comme une drogue. Quelque chose parce que leur vie n'a pas d'intérêt, n'a pas de sens, ou qu'ils ont des souffrances, des douleurs, et vont souvent se réfugier dans la création de couples, de jeunes couples, d'adolescents. Et finalement, c'est pas non plus l'idéal. Il vaut mieux arriver à plonger pour comprendre qui on est. Et ensuite, effectivement, après tout ça, on est libéré de cette phase-là. Éventuellement, il y a la phase où on va faire ou pas des enfants. Ah, on entend les cloches. Et la dernière phase, c'est justement,
au-delà de cette sexualité génitale, on va dire, on a chacun notre mode d'expression et notre mode d'interprétation de la vie. On crée chacun, on est créateur de sa vie. On utilise la langue du coin, hein, la langue officielle. Donc on utilise ces codes, oui c'est ça, pour dire nos affections, nos émotions. Et comme ça, en fait c'est pas notre langue maternelle, parce que notre langue maternelle, il y en a très peu qui ont la même. C'est ça l'idée. Et après il y a le langage du corps. Et après, donc des fois dans la sexualité aussi, effectivement, on va utiliser le langage le plus usuel pour manifester son affection vis-à-vis de l'autre, même si c'est pas ça qu'on ferait. Mais on va se dire, pour que lui comprenne, je vais lui parler en langage universel. Et pardon. Et donc du coup, on est comme ça. Et des fois, on se comprend pas. Et donc c'est pour ça que c'est important de communiquer, éventuellement d'aller voir un sexologue ou un sexothérapeute en couple ou quoi que ce soit, parce que des fois on n'est juste pas sur la même longueur d'onde et on se perd un petit peu là-dedans et parfois on se sent obligé de faire certaines choses ou de dire certaines choses parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut exprimer les choses. Mais bon, ça devient complexe. Donc finalement, on est tous uniques en notre genre et on est tous des étrangers l'un pour l'autre. Et la meilleure solution pour s'y retrouver là-dedans, c'est de ne pas faire l'impasse du couple intérieur, c'est-à-dire d'être en totale harmonie avec soi-même. Ça, c'est fondamental. Et plus on progresse là-dedans, et plus ça nous libère totalement, et ça nous donne comme un moyen de communiquer de manière universelle. C'est-à-dire de ressentir l'autre, ses émotions, de ressentir d'abord nous-mêmes aussi. Qu'est-ce qui est caché en nous ? Et comme ça, il n'y a plus d'interférences. On aplanit les interférences et on découvre que ce langage, il est possible. Voilà. Donc il est possible parce que de toute façon, on ne peut pas rester tout seul. Hein. C'est l'homme aussi, garde à vous, machin, etc. Et puis finalement, après on dit il faut prendre les petites pilules bleues, on ne sait plus rien, enfin on ne comprend plus rien. Et puis pour la femme, on se demande, mais est-ce que je suis toujours une femme ? Comment se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Machin. Et voilà. Et donc ce que je vous propose, c'est avant la ménopause et l'andropause, plongez au cœur de vous-même, allez vous rencontrer. Parce que sinon, vous n'aurez plus de repères de toute façon. C'est ça qui se passe. C'est qu'à un moment donné, les repères, ils vont complètement péter. Et si vous n'avez pas sondé qui vous étiez, eh bien, vous vous trouvez sans amarre. Vous vous trouvez à la dérive à ce moment-là. C'est comme si ça vous avait emporté ailleurs et donc il faut apprendre à avoir ses propres repères à l'intérieur de soi. C'est très, très important. Voilà. Écoutez, je m'arrête là-dessus. Je ne sais pas du tout si ça a pris et je ne pense pas que j'aurai forcément le temps de refaire des lives là. Je verrai comment ça se passe. Voilà. À bientôt.